Le rappeur Puff Daddy, figure incontournable du hip-hop, au service d'un système violent de trafic sexuel pendant des années, certaines mineures au moment des faits. Après plusieurs mois d'enquête, le magistrat dijonnais de 55 ans, il aurait proposé des rapports sexuels avec sa fille âgée de 12 ans. Dans l'affaire Epstein, ce milliardaire américain mis en cause pour exploitation sexuelle de mineurs et qui s'est suicidé en prison. Révèle le comportement toxique et les abus psychologiques et sexuels qui auraient été initiés par l'un des producteurs phares de Nickelodeon, Dan Schneider. L'affaire dite des viols de Mazan n'aurait peut-être jamais été révélée. Dominique Pellicot est surpris en flagrant délit par un vigile de l'établissement en train de filmer avec son téléphone portable sous les jupes de plusieurs clientes. Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube d'Omerta. Comme vous le savez, Omerta, ce sont des reportages, des grands entretiens, des documentaires que vous pouvez retrouver sur le site www.omertamedia.fr. N'oubliez pas aussi de télécharger l'application Omerta pour avoir accès à l'ensemble de nos contenus. Aujourd'hui, dans le cadre de nos grands entretiens, je reçois un homme à mi-chemin entre la Russie et la France. Il a écrit de nombreux livres, notamment sur Vladimir Poutine, mais aussi sur l'histoire de la Russie, notamment Poutine, itinéraire secret, ou dernièrement Staline, Poutine, dialogue d'outre-tombe. Je veux parler bien sûr de monsieur Vladimir Fedorovski. Bonjour. Quel plaisir. Et vous avez oublié mon livre, plus d'un million d'exemplaires, s'il vous plaît, d'évasion. Parce que vous êtes concentré, cher Merwan, toujours sur mes livres, sur l'actualité. Et c'est vrai que avec les 28 pays, je suis traduit dans 28 pays, c'est vrai que ces livres, ils ont marqué les gens. Mais le livre qui était, c'est le livre pour le grand public, majeur, très plaisant, le roman de Saint-Pétersbourg. Je voudrais un tout petit peu corriger le tir à propos de notre conversation précédente. Vous savez, je voudrais vous dire, vous avez parlé Poutine, Staline, Poutine, les dialogues d'outre-tombe, c'est chez Ballan, et les gens pensaient que c'est les dialogues inventés, parce que Staline est mort et Poutine est vivant. Et je voudrais que les gens comprennent ma démarche, parce que le livre vraiment marche maintenant, parce que ce livre, c'est une réalité qui dépasse la fiction, ce n'est pas une fiction. Tout ce que je raconte dans le livre est absolument vérifié, c'est une longue enquête. L'enquête sur l'histoire, parce que Staline est devenu l'homme le plus populaire de la Russie, toutes les époques confondues. L'enquête sur la psychologie de Poutine, qui est psychologie de Staline, comparaison, ça c'est très marrant, vos collègues, ils sont flashés sur ça, surtout parce que, vous savez, les gens posent les questions aujourd'hui avec ce qui se passe dans le monde, et beaucoup de choses dépendent psychologiquement de Poutine, et Poutine jusqu'au bout, comment il agit, etc. Dans le livre, il y a une conversation très marrante avec, je suis allé sur place là-bas à Saint-Pétersbourg, et j'ai enquêté sur la jeunesse de Poutine quand il était encore l'enfant quasi dans la rue, etc. Et à l'époque, il était formé par la pègre. Et j'ai regardé les chefs de pègre, les chefs de la mafia, et ils m'ont dit les principes le code mental de la pègre, là-bas, que Poutine a assimilé. Et si je vous cite ça, vous serez étonné, vous voulez déchiffrer le truc, allez jusqu'au bout. Et frappez le premier. Frapper, allez, absolument, attaquer le premier. Attaquer. Il m'a dit, le mec, quand il était garçon, 12 ans, il se battait, il était le sang partout. Il attaquait le premier toujours. Et c'est comme ça que la psychologie de Poutine. Mais franchement, ce n'est pas ça qui est le plus intéressant dans le livre. Ce qui est le plus intéressant dans le livre, ce que, vous savez, je mets dans la bouche des néo-staliniens, ce n'est pas dans la bouche de Staline, mais les néo-staliniens le pensent. Les analyses et ce que raconte Poutine par rapport à la crise actuelle. Je donne les éléments par rapport à ça. Et vous comprenez, franchement, les déclics de ce livre, c'est vraiment 2 ou 3 épisodes.
le premier déclic que quand je parle à la télé, je suis vraiment trop poli. Et j'ai dit, comment je peux passer le message? On est à bord du gouffre. Vous connaissez ma thèse qu'on est dans la période la plus dangereuse de l'histoire de l'Europe. Pas une des périodes de l'histoire de l'Europe, pour des raisons parce que tout le monde est dos au mur, parce qu'on s'est trompé. Et à ce moment-là, il ne faut pas se tromper sur les éléments. Et je me suis dit, comment je peux passer ça? Et finalement, j'ai bien réfléchi. J'ai dit, je vais mettre ça dans la bouche de Staline. Quand vous lisez le livre, lisez ça. On retrouve et après, le déclic est historique. Deux histoires que me revient quand je suis revenu chez vous. J'ai dit, il faut que je raconte ça parce que j'ai beaucoup apprécié. Vous avez eu la gentillesse de ne pas parler, la modestie de ne pas parler. Quand je suis venu la fois passée, la veille de l'élection de Trump, mais vous l'avez annoncé. C'était d'ores et déjà les tendances vous étiez de dans ce numéro. Pourquoi pourquoi je viens? Je vais vous dire pourquoi je viens chez vous. Parce que j'aime notre conversation entre vous et moi, je ne vous cache pas. Deuxième chose, que votre patron, Régis, il est toujours au front. Et c'est un rang rare. Et puis cette excellente correspondante, Aïcha, c'est ça? Également. Absolument. On a eu Julie aussi, une alternante qui a été sur le front. C'est les gens, vous savez, du terrain, sur le terrain. Les gens, maintenant, dans le mainstream, moins dans la presse anglo-saxonne, mais en France, on raconte parfois n'importe quoi, et le plus souvent. Et quand il y a les correspondants au front, ils ne peuvent pas faire. Les gens me demandent comment il faut éviter ça. Il faut aller sur ça, pour cette raison. Mais après, il y a aussi cet épisode qui m'a revenu. Vous savez, le déclic de ce livre est vraiment pittoresque. Vous vous souvenez que je vous ai raconté quand j'étais l'interprète de la langue arabe avec Brejnev, au début, à 20 ans, je n'étais pas encore vraiment dans les diplomaties, j'étais stagiaire. Et je n'ose pas vous dire la vérité, c'était Saddam Hussein qui est venu préparer son coup d'État là-bas. Qui est venu en Russie? En Russie. En Russie. J'étais jeune, vraiment. Il était jeune aussi, assez jeune. On a eu des bonnes conversations, etc. Et on lui a proposé à Saddam d'aller au Bolchoï. Il a dit, attendez. Dit à ces gens-là, vous savez, en arabe, on se tutoie, vous le connaissez, ça, il n'y a pas de mot. Il dit à ces gens-là que la seule chose que je demande, c'est d'aller à la dacha de Staline. Je voudrais passer quelques jours à la dacha de Staline. Et j'ai passé quelques jours à la dacha de Staline, où il est mort d'ailleurs, etc. C'est un endroit vraiment magique, parce qu'il y avait les murs qui gardent la mémoire. Je me suis promené là-bas, je me suis couché sur le sofa où il est décédé. Et à l'époque, j'ai pensé qu'il faut vraiment que je fasse ce livre. Il y a une sorte de mea culpa par rapport à vos collègues. Vous savez, quand on a descendu Staline avec Gorbatchev, quand j'ai travaillé avec eux, quand on a descendu Staline, on a exagéré. Dans la réalité, on a menti sur certaines choses. On a par exemple dit que Staline, c'est l'homme le plus médiocre de l'histoire de l'URSS. Mais aujourd'hui, on voit qu'il y a un regain de popularité. Vous ne pouvez pas imaginer. Et c'est donc ça non, mais vous savez, je suis entré dans la bibliothèque de Staline, je me souviens. Les bibliothèques de Staline, les livres. Vous pensez que c'est les livres marxistes? Pas du tout. C'est les livres sur l'histoire. Il était passionné de l'histoire. Je dis, il faut revenir à ça. Et finalement, c'était un déclic, mais après, c'est ça. Excusez-moi, j'ai fait une aparté avec... Mais ça me permet de faire la transition avec le personnage de Vladimir Poutine aussi, et sa tendance
surtout son amour de l'histoire et à toujours vouloir rappeler et contextualiser. C'était le cas dans une interview à Tucker Carlson où il a pris tout le temps de contextualiser, de remettre les choses dans un contexte historique pour pouvoir les expliquer. Et donc ma question est la suivante, est-ce que Vladimir Poutine est donc le personnage historique qui vient succéder à Poutine et redonner à la Russie sa place internationale aussi? Évidemment, évidemment. Vous avez raison de revenir à l'histoire. Vous vous souvenez, on a parlé souvent que je dis que la clé pour comprendre la situation, il faut oublier les rapports de services secrets. D'ailleurs, qui est un grand problème des services aujourd'hui, qu'ils vont dans le sens des chefs. Ça, c'est une erreur. Il faut parfois contredire les chefs. Mais pour comprendre la situation actuelle, il faut absolument revenir, pour comprendre Poutine, il faut revenir à l'histoire. Pour être franc, vous savez, j'ose vous faire une petite révélation, je travaille sur la suite de ce livre, et ce sera encore plus grave, c'est Poutine et Ivan le Terrible. Parce que la période d'Ivan le Terrible, vous voulez comprendre Poutine, c'est une discussion permanente. Staline, Ivan le Terrible, Pierre le Grand. Et on clôt presque cette période de 300 ans. Quand la Russie était portée par Pierre le Grand au début du XVIIIe siècle vers l'Europe, elle s'orientait vers l'Europe, elle regardait surtout l'Europe. Aujourd'hui, c'est au minimum l'aigle bicéphale, mais pour être franc, elle regarde plutôt l'Asie. Mais vous avez raison, la crise actuelle, vous voulez comprendre la crise actuelle? Vous savez, il faut quoi? Il faut revenir. Il faut revenir à la chute du mur. À la chute du mur. Si vous voulez, Merman, je peux vous raconter la vraie histoire en 3 mots sur la chute du mur pour que vous compreniez. Bien sûr. Je vais vous dire. La chute du mur, pourquoi? Parce qu'au moment de la chute du mur, il y avait une possibilité d'associer la Russie avec l'ensemble de l'Occident. C'était le projet de Gorbatchev. Et il y avait des gens sensés comme Mitterrand, comme Chirac, comme certains Américains, qui ont été portés sur cela. Le moment fatidique, allez, je vais vous raconter. Le moment fatidique, c'était début juin 89. La chute du mur, c'est novembre. Encore 6 mois avant. Il y avait, j'étais un tout petit peu mêlé à ça. Parce qu'à l'époque, j'ai dû servir d'intermédiaire pour transmettre le message de Mitterrand à Gorbatchev. Et Mitterrand, il disait, attendez, il ne faut pas brusquer les choses, la réunification d'Allemagne, c'est une chose. Il était contre, bref, dans ce qui était dans le télégramme, ce qu'il était contre la réunification d'Allemagne. Le même message est venu de Thatcher. Et à ce moment-là, c'était un prétexte pour que le KGB élabore un plan pour arrêter, il appelait ça d'une manière pittoresque, l'évolution nocive en RDA, en Allemagne de l'Est. Il disait qu'il faut utiliser la manière dure pour stabiliser la situation, il y aura quelques victimes, mais pas beaucoup, mais finalement, ça s'arrangera. Ce plan était discuté au Kremlin. Là-bas, au Kremlin, si vous connaissez, il y a une chambre très secrète. Le plan de réunification de... Réunification d'Allemagne. Ici, vous savez, en Occident, on est loin encore de chute du mur. Il y avait 4 personnes. 2 de mes amis, il y avait un personnage extraordinaire. Un jour, je vais vous raconter ça. Yakovlev, il était numéro 2 de Gorbatchev, inventeur de la perestroïka. Il y a mon ami Shavarnadze, vous vous souvenez, ministre des Affaires étrangères, les réformateurs. Et en face, il y avait le KGB et l'armée, le ministre de la Défense et le chef du KGB. Le KGB, évidemment, soutenait il ne faut pas stabiliser. D'ailleurs, ils ont dit que si on ne stabilise pas, c'est la fin de l'Union soviétique, c'est terminé. Gorbatchev, il a gardé le silence. Gardé le silence. Une discussion, 5 heures, ça a duré. J'ai eu cette conversation presque 10 minutes quand c'était terminé de la bouche de Yakovlev. Je n'étais pas présent, mais Yakovlev, c'était mon ami, il m'a raconté ça tout de suite après. Et après, Yakovlev, il était un peu désemparé, parce que c'est le destin du monde qui se jouait à ce moment-là. Et vous comprenez, il voit que Gorbatchev, il devait partir dîner, parce que
sa vraie inspiratrice, c'était sa femme, qui était une femme très dure, très jolie, mais assez dure dans les... C'est comme vous avec votre émission, elle était très pointue. Vous comprenez? Et elle a demandé que Gorbatchev vienne au dîner, toujours à 9 h, toujours au dîner. Gorbatchev, il a pris la voiture. Et Yakovlev, tant qu'il était dans la voiture, il téléphone à Raïssa, dernière chance pour sauver, disons, l'évolution positive. Le monde, il a dit, vous savez, on peut accepter le plan du KGB, mais dans ce cas-là, nous sommes otages de le KGB et de l'armée. Et ce sera vraiment la fin des réformes. Éventuellement, nous serons tués, mais surtout que nous serons évincés du pouvoir. Et à ce moment-là, Raïssa s'était gérie devant l'Éternel. Elle a prononcé les mots qui comptent pour l'histoire. Elle a dit, on verra. Gorbatchev vient, comme d'habitude, les pelmeni, raviolis russes, puis vatrouchka, ce délicieux dessert. Et au dessert, elle l'a briefé. Et le lendemain, il est revenu et il a dit, pas d'intervention. Pas d'intervention, et c'est assigné la fin de... Mais après, il y avait un deal avec les Américains. Ça, j'étais présent. Le deal était très simple. On fait la réunification. Les Russes retirent 500 000 hommes de l'Allemagne. Mais les Américains, ils ont pris l'engagement que ça ne bouge pas, l'OTAN ne bouge pas du côté des frontières de la Russie. Ça, j'étais présent 2 fois. Aujourd'hui, les Américains disent que ça n'a jamais existé, mais j'étais présent. Et heureusement pour moi, il y a un grand ambassadeur américain qui était présent, Mettler, qu'il s'appelle, il confirme ça, etc. Et Baker, secrétaire d'État américain, il a dit 2 fois en ma présence, au nom des États-Unis, que ça ne va pas bouger. Ces choses-là n'ont pas été respectées. Je dois vous dire que c'est la crise aujourd'hui. C'était engendré. Et tout ce qui se passera avec Trump, maintenant, on va en parler, etc., est lié avec ça. Parce que pour les Russes, les questions de sécurité liées avec l'élargissement de l'OTAN, c'était une question hyper importante. D'ailleurs, les questions de sécurité, ce sera au centre de débat géopolitique de demain, parce que c'était toujours au centre, parce que la crise de Cuba, c'était la question de sécurité. Israël, c'est au centre de leur réflexion géopolitique, c'est la question de sécurité. Sécurité territoriale, tout à fait. Pour les Russes, si il y a l'élargissement de camp, surtout l'élargissement sur l'Ukraine. Bien sûr. Ça, c'est une chose absolument pour eux inacceptable. Les gens ne savent pas que Poutine reproche beaucoup à Gorbatchev qu'il n'a pas fait le traité autour de ça. Et je me souviens, j'ai écrit d'ailleurs ça à l'époque, il y avait un télégramme, un jour ce sera publié, ultra secret, j'ai écrit qu'il fallait le faire, mais vous comprenez, moi j'étais mêlé à cette fin du communisme, il y avait plein de choses qui ont été respectées par les Américains, surtout il y avait 2 présidents américains qui ont toujours respecté les paroles. Les gens ne savent pas jusqu'à quel point Reagan, il était un homme de la parole. Et justement, ça arrive à ma question sur l'arrivée de Donald Trump au pouvoir et le fait qu'il considère qu'il puisse résoudre ce problème en 24 heures. Mais en même temps, l'administration Biden autorise les Ukrainiens à frapper le territoire russe. Est-ce qu'ils ne sont pas dans une situation où les néoconservateurs américains savonnent la planche à Donald Trump et le mettent aussi dans une situation de retour en arrière impossible, de négociation impossible? Vous avez raison, et finalement on arrive à une vraie actualité, puisque Trump, quand même, francophile que je suis, j'étais fier qu'il est venu. C'est un changement radical. Qu'il vient, la première visite, quand même. Et la première visite, et les contacts ne font pas s'estimer, puisque les Européens, ils vont faire la pression qu'il change sa vision. En ce qui concerne Biden, c'est vrai qu'il veut compliquer la vie à Trump, il veut rendre la situation irréversible. C'est pour ça qu'il y a plusieurs choses. Il y a quand même ces milliards de dollars
qu'il a débloqué jusqu'au bout. 29 milliards de dollars, si mon chiffre est... Sans compter les apports européens aussi. Exact, jusqu'à la fin du mandat, c'est quand même beaucoup d'argent. D'une part, le problème là-dedans, c'est que c'est une partie, ça va vers le complexe militaire industriel, la grande partie vers le complexe militaire industriel. Plus les Ukrainiens vont prendre sur la route pour eux aussi les choses, c'est-à-dire combien il va arriver, c'est une chose. Et puis, il y a cette ouverture du deuxième front. Il ne faut pas oublier la Syrie. Tout à fait. Oui. Parce que ça, c'est aussi, il y a les complications, parce que le but de la Syrie, c'est évidemment que les Russes prennent un peu de force là-bas pour essayer le Proche-Orient. Je pense que maintenant, à l'heure actuelle, la question que vous posez, c'est la question la plus brûlante. De quelle manière Trump peut aller dans le sens de ces déclarations. Et Trump, il a eu un discours très structuré sur les choses comme ça. J'ai eu le soutien assez inattendu de sa part, parce que moi, depuis longtemps, je dis qu'on va, on est comme des somnambules, qu'on va vers la guerre mondiale, et il a utilisé le terme texto. J'étais fier, mais c'était pendant la campagne électorale. Maintenant, on vient, j'appelle ça le grand jeu entre Trump et Poutine. C'est pour ça qu'il faut être très pointu pour essayer de déchiffrer les faces cachées autour de Trump. Il y a deux tendances. Il y a une tendance, disons, d'une certaine renaissance des néoconservateurs. Les néoconservateurs et mainstream dans le monde entier a été sonné par l'élection de Trump, parce que vous avez prévu avec votre excellente prévue, mais les autres, ils ont pensé que ce ne sera pas comme ça. Ils ont été sonnés, mais ça n'a pas duré trop longtemps. Il y avait une réponse, vous dites, l'Empire contre-attaque, mais je vais vous dire, les néoconservateurs aussi contre-attaquent. Contre-attaque. Vous avez mentionné les fusées de longue portée. C'est vrai que pour la première fois, c'est la ligne rouge pour les Russes. Avant, il y avait parlé de ligne rouge maintenant. Des lignes rouges, parce qu'il y a un grand problème pour moi, parce que j'étais mêlé pendant la guerre froide. Pendant la guerre froide, le fait qu'il existait les lignes rouges, c'était un fusible contre l'évolution vertigineuse vers l'escalade. Aujourd'hui, cette ligne, mais soyons très clairs, combien de fusées américaines? 50? D'autres disent moins que 50. 15 ont été abattus déjà par les Russes. Ça coûte les yeux de la tête. Tout ça, c'est quand même, c'est pas beaucoup, c'est pas ça qui peut rendre la situation mais en même irréversible. Temps, vous avez une évolution de la pensée russe qui considère que, et c'est Vladimir Poutine qui le dit lui-même, considère que à présent, tout allié de l'Ukraine est susceptible d'être une cible, étant donné que l'Ukraine utilise un armement. Vous référez à quelque chose qui est important. Je pense pour ma part que les Russes, ils ont changé la doctrine. La presse française, elle dit que s'il y a quelques semaines, il y a 2 semaines, en réalité, ça remonte à l'été. Vous vous souvenez? Le changement de doctrine, c'était annoncé, etc. Le problème là-dedans, c'est un problème que c'était des alertes directes de Poutine, qui est sous-estimé complètement par mainstream ici, sous-estimé par les analystes. C'est une alerte qui est tout à fait directe. Et je vais vous dire, moi je suis presque gêné quand ces gens-là disent que c'est bidon, que les Russes sont nuls, qu'ils n'ont pas de fusée, qu'ils sont isolés, que la Russie va disloquer, que Poutine elle va partir. Le plus exquis, c'était pendant un mois, il y a un commentateur sur une chaîne, il racontait que Poutine il a 10 cancers, qu'il va mourir, etc. C'était n'importe quoi concernait aussi l'analyse de cette alerte dramatique. Vous avez raison d'en parler. Et c'est une alerte
l'alerte presque le dernier. Il faut le prendre au sérieux. Pourquoi? Il y a une certaine différence. Mon argument, je vais vous dire, je parle souvent à vos collègues, désolé, l'infidélité renforce l'amour. Parfois, je fais l'infidélité à nos conversations, je parle à un collègue, il répète, Poutine c'est bidon. Bidon, bidon, bidon. J'ai dit, attendez, il y a une différence entre vous et moi. Moi, j'étais au Kremlin. Je connais leur mentalité. Je connais leurs règles, etc., mieux que vous. Et je tiens à vous dire, il faut le prendre. C'était sous-estimé, vous avez raison. Il y a une autre chose, allez, puisque je vous ai fait des souvenirs sur ma jeunesse, je vais faire encore un souvenir de la jeunesse beaucoup plus grave. L'alerte beaucoup plus grave que ça, c'est une alerte complètement sous-estimée sur Oreshnik. Vous savez, cette fusée balistique de moyenne portée qui était portée sur Dniepro, sur l'usine. Ça, c'était sous-estimé. Sur ça, pourquoi sous-estimé? Je vais vous raconter. J'étais, encore une fois, mes souvenirs de voyage dans les pays lointains, dans le monde arabe. 1976, il y a quelqu'un que personne ne connaît, mais il faut retenir son nom, c'est un des plus grands militaires du XXe siècle. Il était chef d'état-major de l'Union soviétique. Il s'appelait maréchal Ogarkov. Et comme, pour me faire plaisir, ou pour lui faire plaisir peut-être, Brejnev, il a permis que Ogarkov prenne son interprète pour voir Kadhafi. L'avion privé, c'était pas privé, de l'armée, qui ramène le chef d'état-major. Et il était assez content. Et au retour, je me souviens, il commence à parler, on était 2 ou 3 autour de lui, il a utilisé quelque chose de tout à fait pertinent et prémonitoire. Un très grand militaire qui est à l'origine de beaucoup de choses, mais à l'origine d'Oreshnik. Je vais vous raconter comment. Il commence à parler de la dissuasion. Dissuasion nucléaire. Dissuasion nucléaire. Et vous savez, ça va vous étonner, il dit la dissuasion, ça a marché avec les gens qui ont connu la guerre. Il a utilisé le mot tuant pour les gens d'aujourd'hui. Il a dit maintenant, Eisenhower, Kennedy, un grand pilote, il a eu beaucoup d'estime pour Kennedy, pour la gestion pilote de guerre, etc. Lui, il était combattant de la guerre, évidemment, etc. Nous avons peur de la guerre et nous sommes conscients du danger des armes nucléaires. Nous savons que, mais pour les générations futures qui regardent le monde dans l'ordinateur, qui regardent la guerre dans l'ordinateur, la dissuasion ne va fonctionner comme ça. Et quand je regarde les réactions par rapport à ce qu'on dit, ça m'a rappelé cette conversation. Et vous savez ce qu'il a dit? Il faut qu'on travaille, il a parlé avec un de ses adjoints, il faut qu'on lance, et ça m'a revenu, un projet de la création des armes comparables avec les armes comme de la destruction massive, comparables, mais pas nucléaires. Et à ce moment-là, il a lancé ce projet d'Oreshnik. Vous savez, et ça a duré, ils ont travaillé énormément sur ça. Il faut que, pour les gens qui nous regardent, il faut comprendre que, d'après ce que j'ai entendu de sa bouche, et d'après, je ne suis pas maintenant dans les secrets, j'étais autrefois, mais vous savez, la puissance de cette fusée est extraordinaire. C'est-à-dire, c'est équivalent des armes nucléaires. Et il a plusieurs têtes, vous savez. La vitesse hypersonique aussi. Absolument, c'est-à-dire indécelable, mais ce n'est pas ça, c'est surtout la puissance. La puissance, vous savez, on m'a dit pour 50 kilos, la puissance de 2 tonnes de choses. Si on met ça même dans l'artillerie, ça change complètement la donne. Et ça, c'est un facteur. Vous savez, il faut dire les choses telles qu'elles sont. C'est une utilisation c'est une arme stratégique.
À mon sens, c'est le dernier alerte avant le passage à des choses encore plus dangereuses, avant les choses. Oreshnik, ça change complètement la donne. Et je dois vous dire, ça va peser sur les conversations. Il faut qu'on revienne quand même sur les deux tendances autour de Trump, mais ça va peser d'une manière assez sérieuse sur ça. Et je pense que maintenant, j'ai remarqué une chose, que tout le monde a concentré sur ce changement de doctrine et sur l'utilisation des armes nucléaires. Vous savez, il ne faut pas dire que j'explique la psychologie de Poutine. Poutine n'est pas fou, il sait bien. Il y a certains militaires, malheureusement, de deux côtés, qui pensent que l'utilisation des armes tactiques nucléaires, ce n'est pas nécessairement l'apocalypse, mais vous pouvez se fier à mon expérience de quelqu'un qui était mêlé à ces affaires autrefois sur le contrôle des armes, ça provoquera automatiquement l'apocalypse et la guerre mondiale. Mais Poutine, c'est vraiment le dernier recours. Mais en attendant, Oreshnik, ça change la donne. Ça change la donne sur le plan militaire, ce qui change la donne, et ça, vous êtes presque seul à donner les choses en direct, parce que Régis est souvent au front, votre patron, il donne les choses en direct. L'évolution militaire, c'est une évolution dramatique pour les Ukrainiens. Mais j'aimerais aussi savoir, est-ce que du point de vue des Russes, du gouvernement russe, est-ce que ces attaques de l'Ukraine sur le territoire russe, ce soutien continu des Européens, est-ce que, après 3 ans de guerre, est-ce que les objectifs russes n'ont pas évolué? Il ne s'agit plus seulement maintenant du Donbass, mais peut-être d'aller plus loin, du fait du surengagement. Je voudrais, vous avez lu mon livre, je raconte dans le livre l'évolution du conflit militaire et l'évolution vraiment même de discours. Est-ce que les objectifs ont changé? Aussi, l'évolution de discours. Vous savez, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Poutine, il était au début, s'est trompé, il a tout de suite compris que ça va durer beaucoup plus longtemps. Vous vous souvenez, son visage, il était complètement décomposé le lendemain, mais il a tout compris. Tout de suite, il a tiré des leçons de ça très rapidement. Mais après, il y avait, pendant la première année de la guerre, il y avait une évolution de la pensée occidentale qui était parfaitement exprimée par le ministre qui a dit qu'on va mettre la Russie à genoux, que la Russie est isolée, que les Russes sont nuls, que l'Ukraine va gagner la guerre. Et vous vous souvenez la phrase de Zelensky qui a dit que je vais me baigner à la fin de l'année 22 dans la mer Noire, en Crimée, etc. Ça, c'était moi, je pense que déjà, l'évolution qu'on voit maintenant, vraiment, le bascule de la guerre, c'était juin 22. Quand on a compris que l'économie russe ne va pas seulement écrouler, mais le complexe militaire-industriel russe va travailler d'une manière absolument extraordinaire. Il y a la renaissance du complexe militaire-industriel encore de l'époque soviétique, et aujourd'hui il produit 5 millions d'obus, tandis que les autres, tous les Européens produisent 3 millions, tous les chiffres que vous connaissez. C'est le point de bascule sur ce plan-là. Et finalement, Poutine, il comprend, d'ailleurs dans mon livre, il le dit carrément, et je le sais qu'il dit, que la guerre sera plus longue, et il faut qu'on tire des leçons de nos échecs. Il a utilisé exactement le terme de Staline, qu'il faut transformer ces erreurs, les échecs en victoire. C'est une phrase assez étonnante. Et après, il y avait une évolution, il y avait l'échec après de l'offensive, soi-disant, l'Ukrainien là-bas, les pertes, toutes ces choses-là. Quand on arrive maintenant, quand les situations sur le front, vous racontez ça très bien. Il y a aussi un manque d'hommes, une mobilisation de plus en plus compliquée. Vous savez, il y a les choses qui ont été comprises. Il y a quelqu'un qui est très pertinent d'ailleurs, Jeffrey Sachs, il a dit, c'est la géographie, la démographie qui détermine les choses. La profondeur stratégique, la puissance de complexe militaire industriel, mais surtout, banalement, il n'y a pas d'hommes.
Vous comprenez? Oui, Pourquoi Blinken il exige que les Ukrainiens de 18 ans aillent à front? Aujourd'hui, hier je crois, ou il y a quelques jours, les Américains ils ont exigé que la mobilisation sera, l'âge de mobilisation sera avancé parce que c'est très difficile sur le plan de personnel. Alors pour les Ukrainiens c'est une situation dramatique parce que soit l'OTAN va au charbon directement au front, ça se mêle sur ça. Soit Zelensky, je crois dans son interview à Economist, il a dit, vous ne me faites pas entrer dans l'OTAN, vous allez en baver parce qu'il y a le terrorisme chez vous, les Ukrainiens ne vont pas oublier. Il a dit texto tout ça. Ce sont des menaces pour les Européens. Ça, c'est les choses comme ça, c'est-à-dire... Non, mais vous savez, il faut comprendre que la situation pour eux, c'est une situation vraiment... Moi, avec mes origines ukrainiennes, je connais très bien ça. Parce qu'ils sont dans la situation dramatique. Ils parlent que je vais créer la bombe nucléaire en quelques semaines. C'est plus facile de dire que de faire, mais quand même, en revanche, la bombe sale, ils peuvent le créer. Il ne faut pas, c'est-à-dire la situation est vraiment dangereuse. Et la situation, avant que les contacts avec Trump arrivent, ce sera encore plus dangereuse, parce que ce que vous voyez en Syrie, c'est juste l'épinette. Il y aura encore l'offensive qui se prépare, je le sais, du côté ukrainien, avec d'une manière inattendue, peut-être sur la Crimée. Tout ça, ce sera l'escalade. L'escalade sera vertigineuse. Vous pensez qu'il y ait une intervention en Crimée potentielle de la part mais je le pense. Mais vous savez, il faut lire. Vous ne lisez pas assez. Il ne faut pas faire la propagande, comme certaines chaînes ukrainiennes. Il faut lire. Zelensky, il le dit. C'est vrai qu'il a fait en même temps, il dit tout et son contraire, mais regardez, je vais vous dire, on a parlé tout le temps pendant, il y a 8 mois, il y a 9 mois, des F-16, des avions. F-16 où ils sont? Qui devaient changer. Où ils sont? Vous posez la question, où ils sont? Ils sont arrivés en Ukraine. Pourquoi ils ne sont pas dans les batailles? On vous a posé cette question, etc. Et puis, je suis quand même... La preuve, c'est mon livre, je la psychologie. J'aime beaucoup étudier la psychologie. Psychologiquement, Zelensky, tout d'abord, il est dos au mur, mais d'autre part, il adore les choses inattendues. Cette aventure en Kursk, c'était son invention. Vous détrompez-vous, les militaires ils étaient conscients que vous savez, là-bas, ils sont encerclés maintenant. Ils ont perdu les meilleurs hommes, etc. Mais c'était spectaculaire. Il aime les choses spectaculaires et à sa façon, il a raison. Parce qu'il ne lui reste pas beaucoup d'armes. Il faut aussi coincer Trump. Parce que Trump, il faut comprendre, et il a dit ça avec cette venue à Paris, que je salue parce que j'adore qu'il est venu. J'aime beaucoup ce qui est fait à Notre-Dame parce que c'est un symbole pour moi aussi d'une histoire longue française. Et le fait qu'il est venu, c'est très important à mon sens, mais évidemment les discussions autour de l'Ukraine étaient au centre de ça. Et Trump, il est devant le choix qui n'est pas facile, parce que, vous savez, vous avez remarqué que quand je parle dans ces dialogues entre Staline et Poutine, je parle beaucoup de l'état profond, des problèmes qui est lié. Poutine, il est devant le choix face à l'état profond. Vous savez, je vais vous dire, je raconte ça. Il était choisi par l'état profond, Poutine, au début. Vous savez, il était choisi par l'entourage par les grands financiers, les voleurs, je les appelle le voleur. D'ailleurs, pour les gens pertinents qui nous écoutent, je ne cesse pas à dire à propos de l'Ukraine qu'il ne faut pas confondre les voleurs et les valeurs. Vous comprenez, ça, c'est les choses comme ça. Mais bref, il a réuni les gens le lendemain de ces élections qui l'ont foutu. Vous connaissez cette table qui est entrée dans le design international, ça s'appelle table Macron. Oui. Donc, l'énorme table, il a réuni 20 personnes et il a dit texto, si vous faites comme avec Eltsine, que vous essayez d'entrer dans mon bureau en ouvrant la, porte avec le pied,
vous êtes des gens morts. Silence, c'était. Après un silence presque 30 secondes, il a rajouté, au sens figuré du terme. Et l'état profond, Poutine, il est devant le choix aussi, parce qu'il est aussi dans le mur. D'où vient l'importance du mot Staline? Parce que ceux qui sont le vent en Poutine poupe, est dos au mur. le vent en poupe, c'est quand même les néo-staliniens. Intellectuellement, pourquoi c'est important d'analyser néo-staliniens? Les gens, vous savez, les gens qui sont pro-occidentaux, ils ont maintenant complètement marginalisé. Ils les foutus dehors et puis ils mendient ici, basta. Les gens, mais en revanche, les néo-staliniens, ils ont, si vous analysez les situations, ils ont vraiment le vent en poupe là-bas. Et leur logique, c'est qu'attendez, ils nous ont piégés avec Minsk II, ils l'ont raconté des histoires, mais ils font les provocations maintenant, nous sommes en train de gagner. Ils ont la possibilité, nous avons la possibilité de faire une offensive vertigineuse. Ils ont réuni les forces. Les gens ne savent pas, mais Musk nous dit, regardez ce qu'il raconte. Vous savez, cliquez sur pourquoi ces gens-là, ils font une erreur de nous raconter des histoires, parce que le grand public, il clique maintenant, et il voit quotidiennement ce qui se passe sur le front. Et on voit les choses comme ça. Pourquoi quand je vous parle de l'évolution militaire, tout est vu dans l'espace. Il suffit quotidiennement. Et donc, tout est publié. Une offensive. Il y a une offensive. Ils disent qu'il faut aller jusqu'au bout de l'exercice, parce que de l'exercice, même avant les choses, avant qu'on commence les discussions. D'où vient des deux côtés? Au fait, des deux côtés, il y a une... On parle souvent on va en parler d'ailleurs, de la solution comme en Corée. À la partition. À la partition, etc. Mais je dois vous dire, en attendant, je tiens à vous dire que ça me rappelle beaucoup la veille des négociations autour de stabilisation en Corée. Autrefois, dans les années 50, il y avait des offensives vertigineuses de deux côtés. Et ça, c'est une évolution qui est quand même objectivement évidente aussi aujourd'hui. Mais au-delà de ça, Trump, il a discuté ça à Paris. Franchement, il y a deux tendances là-bas. Il y a une tendance qui est autour de lui, qui est personnifiée par son représentant spécial nommé déjà, le général, il s'appelle Kellogg. Il dit, il a fait plusieurs articles, mais il le dit publiquement qu'on va faire le cessez-le-feu, à peu près dans la situation telle qu'elle est, existe. On essaie de figer la situation et on va faire une grande ligne démilitarisée comme en Corée, qui sera garantie par les forces éventuellement européennes ou les autres. Le problème là-dedans, c'est que tout de suite, les Russes, ils ont réagi. Ils n'ont pas pris encore. Il y a quelques jours, il y a quelqu'un que je vous conseille beaucoup de regarder d'ailleurs, puisqu'il est copain de Poutine, mais au-delà de ça, il a une grande cote comme une étoile montante du Kremlin. Il est populaire. Il s'appelle Narishkin. Narishkin, c'est un chef de service secret extérieur de la Russie. Il a dirigé le Parlement, il a été espion autrefois, après il a dirigé le Parlement, après il est devenu maintenant quelqu'un de pointu. Il faut dire qu'il parle toutes les langues, comme tous les Russes. Et je dois vous dire, il a dit, écoutez, la stabilisation, comme ça ne me convient pas parce que il a donné les chiffres que dans les chancelleries occidentales, d'après les espions russes, ils veulent envoyer, évidemment les Américains, ils aiment bien que les Européens vont au charbon, que les Européens puissent aller là-bas sur place pour garantir la sécurité dans la zone militarisée. Il a parlé de 100 000 hommes. 100 000 hommes européens. C'est une chose qui ne sera pas acceptable par les Russes. Parce que ça revient à la même chose que le problème central pour les Russes, c'est le problème de sécurité, etc. Deuxième chose, il dit qu'au début, Kellogg parlait de 20 ans, on va décaler les questions territoriales pour les reconnaissances par reconnaissance. J'aimerais vous entendre aussi sur le fait que les Européens semblent de plus en plus effacés sur le terrain de la diplomatie, alors que ce sont les premiers concernés par ce qui se passe en Ukraine, mais ils sont de plus en plus mis de côté. On a même l'impression que Donald Trump a tendance à vouloir négocier lui-même directement à la Russie, à ne pas y associer les Européens.
Où sont Macron, Scholz? On a vu Macron serrer la main de Sergueï Lavrov au Brésil. Non, Scholz, il a téléphoné quand même. Scholz a téléphoné là-bas. Mais ils sont toujours dans une position de soutien. Mais vous avez raison, mais ça, j'ai toujours dit que le vrai dindon de la farce, c'est l'Europe. Et la dindon de la France économiquement, parce que vous savez, le monde de demain, pourquoi Trump, il veut changer les priorités? Il veut changer les priorités d'une manière, ça, ce sera changé de toute manière, je vous annonce ça. Ce sera la Chine, ce sera après le Proche-Orient, avec Israël, et l'Ukraine vient en troisième lieu. C'est-à-dire c'est-à-dire, maintenant, pour Biden, l'ordre est inversé dans la réalité. Ça, c'est absolument incontestable. Mais maintenant, comment gérer ça? Vous comprenez? C'est une question de ça. D'une manière générale, je ne connais pas Trump vraiment, mais d'après ce qu'on raconte les gens qui le connaissent très bien, c'est un monde de business et de court terme. Et je dois vous dire, quand même, quelqu'un qui a passé la vie dans la géopolitique, dans la diplomatie, le court terme, c'est tout le contraire de la diplomatie. On ne peut pas faire la géopolitique avec le court terme. Lui, il dit, OK, 10 ans, 20 ans, on verra après, etc., c'est pas important. C'est inacceptable pour les Russes. Les trucs temporaires, le Minsk 2, Minsk 3, ils ne vont pas marcher. Ça, c'est la première chose. La présence des forces de l'OTAN ne va pas marcher. Il y a quelqu'un qui est aussi très impliqué sur la crise ukrainienne. C'est le vice-président Vance. Et je dois vous dire que je pense qu'on sous-estime cet homme-là. J'ai beaucoup écouté. Encore une fois, je ne connais pas ces gens. Je connaissais les choses précédentes. Je ne les connais pas personnellement, mais je suis de près comment ils font. Et Vance, il a l'idée beaucoup plus sensée. On dit variante à la coréenne, il dit variante plutôt à la finlandaise. Il utilise même le terme comme en Autriche. Vous savez, c'est-à-dire la neutralité permanente de l'Ukraine en dehors de l'OTAN, la question de l'OTAN. Ce qui était une des conditions de Vladimir Poutine. Dans ce cas-là, et le plan Vance, c'est un plan qui est pour moi beaucoup plus réalisable pour l'avenir. C'était au fait autour de ça que ce sera discuté. Il y avait, je vais vous dire, autour de ça, même malheureusement ce représentant de Trump, général Kellogg, il était mêlé dans ça, on commence à faire la polémique médiatique autour de ça. Je dois vous dire que les négociations de ce genre-là, qui sont les négociations délicates, elles doivent être menées d'une manière très discrète. Mais l'évolution est là. D'ailleurs, vous savez que Zelensky il a dit de vivant de Poutine, c'est très difficile, c'est impossible, il a dit même, de faire revenir ces régions où les Russes sont installés, que ce sera, je pense que dans les jours qui viennent, les Ukrainiens vont publiquement annoncer qu'ils sont prêts à mener une négociation. Ils ne cessent pas d'envoyer les messagers pour Trump, pour essayer de mêler. Bref, il y aura deux tentations. Je pense que la solution temporaire ne marchera pas, que la solution à la coréenne, c'est une illusion, et puis finalement peut-être ce plan qui est cohérent, vraiment, avec l'Autrichien, ce sera au centre des discussions, et certainement, avec cette venue de Trump en Europe, ce sera une discussion très rude, parce que détromper aussi Trump ne veut pas payer. Vous savez, pour lui, il y a une question qui est assez importante aussi. Il y a d'autres priorités, c'est le changement intérieur, l'état profond, les rapports avec les... Mais même, vous regardez, est-ce qu'il a discuté, il a prononcé un mot à propos de l'Ukraine jusque-là? Mais il a déjà parlé, faites attention, le message pour BRICS, une grande réussite de Poutine. D'ailleurs, le Proche-Orient est lié avec ça, puisqu'il fallait saboter BRICS. Pas de dollarisation.
Et puis, vous savez que le monde de demain aura besoin beaucoup plus d'énergie. L'Europe, avec l'intelligence artificielle, avec les changements monétaires, vous savez, avec tout ça, ça exige plus que jamais. Bref, ces questions de l'économie très pragmatiques. Il y aura un mot, le pragmatisme. Le pragmatisme, c'est propre aux négociations dans le monde des affaires. Et c'est propre à une autre facette de Poutine. Le pragmatisme, c'est aussi dans le code dont je vous ai parlé, à Saint-Pétersbourg de son enfance, il y a beaucoup de réalité. Et c'est pour ça, finalement, que je vous parle, et c'est pour ça que j'ai publié ce livre, Staline-Poutine, Dialogue d'outre-tombe, parce que nier la réalité et raconter des histoires, pour utiliser notre terme qui vous est cher, vendre la peau de l'ours avant de le tuer, c'est très très dangereux. D'où vient l'importance de ce grand jeu Trump-Poutine qui nous attend dans les semaines qui viennent. Mais j'aimerais savoir aussi sur le cas de l'Ukraine et des négociations à venir, est-ce que les négociations sont possibles avec Volodymyr Zelensky? Vous savez, sachant que les Russes sont très, je vais vous dire, les Russes, ils disent que les commentateurs russes que c'est impossible, mais Poutine tel que je les connais, il n'a pas de préalable. Il est prêt à mener négociation avec Zelensky. Bien sûr, je ne même doute pas, aucune espèce de doute. Est-ce que c'est réaliste ou pas? Parce que vous savez bien qu'on parle de négociations, mais vous savez, les négociations avec Poutine sont interdites par la loi en Ukraine. Il y a la vote là-bas au Parlement. C'est formellement interdit par la loi de mener une négociation pour Poutine. On parle, vous savez, on parle maintenant dans les choses un peu pittoresques, presque, vous savez, un fantasme. Mais on bute sur les choses tout à fait concrètes. Mais soyons réalistes, les Ukrainiens, ils dépendent complètement, plus que jamais, même pas des Européennes, parce que les choses comme ça... Je dois vous dire que pour les Européennes, il y a une chose sur laquelle je tiens à attirer votre attention, d'où vient l'importance d'Oreshnik. Parce que les Européennes, ils sont maintenant dans la logique de vraiment réarmer l'Ukraine d'une manière absolument radicale. Et il y a deux tendances en Allemagne. Il y a une tendance très réaliste parce que le business en Allemagne est complètement anéanti. Parce qu'il ne faut pas se leurrer, l'Allemagne souffre maintenant plus que jamais sans énergie russe et même la France. Tout ça, même l'Europe, vous savez, c'est Bitcoin, tout ça, ça exige beaucoup d'énergie. Les choses comme ça, c'est les choses comme ça. Mais il y a une tendance du complexe militaire industriel allemand. Et là, il y a une illusion. Et ils sous-estiment l'importance d'Oreshnik. Parce qu'ils disent, OK, on va voir comment Trump s'allait, mais s'il y a une stabilisation temporaire, on va mettre beaucoup d'argent là-bas pour renforcer le complexe militaire industriel. Ruhrmetall, il y a des grandes sociétés. Là-bas, on va mettre des chiffres 3 milliards tout de suite et on va créer plusieurs. Déjà, il y a deux usines, il y a troisième, il y a les choses, le réarmement de ça. Mais vous comprenez, et on va faire ça d'une manière intelligente, sous terre, etc. Je dois vous dire, avec Oreshnik, ça ne marchera jamais. Parce vous voulez dire un réarmement c'est-à-dire, dans la réalité, quand ils vont faire ça, je pense que ce facteur, c'est un facteur qui change la donne plus que toute autre chose. On parle beaucoup, et avec raison, Régis Le Sommier, il a raison de montrer ça sur le front. Parce que votre démarche, pourquoi ça me plaît? Vous savez, je vais vous dire, parce que vous donnez les éléments, vous montrez ce qui se passe. Vous n'êtes pas commentateur, parce que les gens maintenant ne posent plus de questions, ils commentent tout de suite, etc. Vous donnez les éléments. Et je dois vous dire, l'évolution, c'est pour ça que connaître l'évolution sur le front, c'est important. Mais l'évolution, je dois vous dire, stratégique, le changement de la donne stratégique, c'est ne pas sous-estimer. Et je vous dis, plus que les autres choses, Oreshnik était maintenant importante.
Vous aviez parlé à un moment donné dans notre entretien d'un élargissement du front pour les Russes. Et vous avez parlé de la Syrie, pardon. Vous considérez que la Syrie, ce qui se passe en Syrie actuellement avec ces attaques de groupes djihadistes, cette résurgence des djihadistes dans la région, c'est une nouvelle façon d'attaquer la Russie? Évidemment. Mais attendez, les Ukrainiens, avant-hier, ils ont dit d'une manière directe, encore une fois, il faut regarder ce qu'ils disent. Bien sûr. Il a dit, nous les avons formés, nous sommes fiers, moi je suis fier de venir chez vous, ils m'ont dit, je suis fier de les former, ces gens-là. La seule chose que, évidemment, c'est les Ukrainiens le disent officiellement. Les drones, tout ça, là-dedans, c'est aussi un grand jeu. Moins important peut-être, et pas aussi important, parce que je suis très porté, détrompez-vous. Le Proche-Orient, c'est aussi très important. Et pour moi, ce sera très intéressant de voir ça. Tout d'abord, les Russes, ils ont été au courant de ça, il faut dire. Que c'est une faille de l'armée, c'est rien, c'est évident. Poutine, il a fait virer quand même le commandant là-bas, il a remplacé, et on dit qu'il y a quelqu'un qui est très mêlé à ça, mais en discret, avec les drones, il y a un général emblématique, je vous ai parlé de Garkov, il y a Surokin, le général qui a créé cette ligne de défense russe qui a commandé les chefs de l'Ukraine. Il s'occupe beaucoup là-bas au Proche-Orient. Vous savez, on me pose la question, pourquoi les Tutsis, ils sont si performants? Il faut regarder les voyages de général Surokin. Mais bref, pour revenir à ça, c'est un jeu à plusieurs facettes. Ce qui est évident que l'ouverture du deuxième front, c'est assez important pour les Russes. On va voir l'évolution de ça. Poutine, il a eu de longues conversations autour de ça, parce que les Turcs sont derrière aussi, parce qu'il ne faut pas, les Ukrainiens, ils le disent publiquement. Il y a un double jeu de la Turquie aussi, avec l'Occident et avec la Russie. Avec l'Occident et la Russie, mais je prédis que la situation va se stabiliser. Il y a une faille beaucoup plus grave. J'ai souvent parlé avec les dirigeants israéliens de ça, et avec les Français ici, et avec les Américains. Vous savez, je connais que trop la région, et je tiens à vous dire, et là-bas, il y avait historiquement la tendance américaine d'utiliser le mouvement islamiste contre la Russie. Ça remonte encore en Afghanistan avec Ben Laden. On va donner toutes les armes, on va taper sur les Russes. Ça a donné le 11 septembre. Ça a donné le 11 septembre. Le boomerang est revenu. Maintenant, on revient à cette vision de Fabius, qu'Al-Nusra, c'est mieux qu'Assad. À mon sens, c'est une erreur. Et c'est une erreur, comme je vous ai dit au début, il y avait une possibilité de l'alliance entre la Russie et l'Occident, et d'une manière générale, une alliance beaucoup plus large en Europe, mais aussi au Proche-Orient. Vous savez, je vais vous dire, ça c'est une chose c'est une réflexion. L'alternative a été déjà menée. L'alternative a été en Afghanistan, ça a donné le 11 septembre. L'alternative a été utilisée 1000 fois la diplomatie de BHL en Libye, ça a donné l'absence de Libye. Et je crains que c'est un pari risqué, temporairement à court terme, pendant quelques semaines, ça va compliquer la vie à Poutine, mais Proche-Orient, il faudra avoir une vision, et je pense que ce sera aussi au centre des discussions avec les choses. L'autre jour, Poutine, il est marrant quand même. Il y a un peu de Macron. Lui, il a parlé longtemps avec l'Iranien, avec le Turc, mais vous savez, on lui a posé les questions, et Netanyahou, vous avez eu des bons rapports personnels? Il a dit, mais je les garde. Je garde, vous comprenez? C'est un jeu. Le Proche-Orient, ce sera aussi important dans les choses comme ça. Le problème là-dedans, sur le Proche-Orient, ils peuvent avoir des contacts, et je pense qu'il y a une cohérence, parce que, vous savez, en Trump,
cette idée à la Fabius de préférer un Nusra à Assad, c'est une idée qui ne passe pas auprès de Trump. Parce que, vous savez, il est assez pragmatique. Pragmatique, c'est un truc, je disais aux Israéliens, c'est un truc très simple. Il faut travailler avec les gens modérés. Il faut marginaliser les extrêmes. Il faut avoir sa cohérence. Au lieu de ça, ils misent sur les extrêmes, mais simplement, vous misez sur les extrêmes, vous les armez. Mais simplement, quand vous les armez, ils vont venir après chez vous, avec les mêmes armes. Et c'est la preuve que l'histoire, pourquoi on dit qu'il faut revenir à l'histoire, ça peut vous coûter cher. Bref, c'est un nouveau front, c'est incontestable, et on verra l'évolution sur place, mais ce sera aussi au centre de ce grand jeu qui nous attend. Pour nous, c'est du pain béni quand même, Merwan. Il faut accorder que je suis désolé par l'évolution, parce que parfois, j'ai honte. Quand j'écrivais le livre, j'ai prédit cette évolution vertigineuse avec Oreshnik, avec Kursk, dans les dernières pages de dialogue entre Staline et Poutine. Je prédis ça, j'ai presque honte. Je voulais me tromper. Mais sur cette évolution du grand jeu et le retour de la diplomatie, ce que je souhaite, c'est qu'on s'éloigne de cette ambiance qui est pire que la guerre froide. Pendant la guerre froide, il y avait une distinction entre la politique réelle et la propagande. Aujourd'hui, la propagande devient la politique réelle. Et quand ça va dans les bouches, utilisons le terme qui me revient la nuit. Vous comprenez? Ogarkov, dans cet avion privé maréchal Ogarkov, à l'origine de cet Oreshnik, il a dit dissuasion, c'est pour les hommes qui ont connu la guerre. Et ce qui nous attend pour l'avenir, il a utilisé le terme terrible, les pauvres morveux. Et alors, je fais lien très rapidement pour conclure avec la diplomatie française et Emmanuel Macron, qui n'a lui pas connu la guerre, qui n'a pas fait de son service militaire non plus, qui n'a pas de rapport véritablement avec ce milieu-là, ce monde-là. Qu'en est-il de la diplomatie française et du bilan qu'on peut tirer, si tant est que la période qu'on a vécue avec l'Ukraine s'achève avec Donald Trump? Quelle importance aura eu la diplomatie française dans cette... Vous savez, je vais vous dire une chose. Je suis francophile à mort. Et je dois vous dire que je crois à l'histoire longue de la France et de l'affluence des grandes traditions de la diplomatie française. Pour moi, il y a cette grande tradition de la diplomatie française qui existe. Et ça, c'est un débat presque plus philosophique. Qu'est-ce qui est plus fort? Est-ce que c'est le court terme? Est-ce que c'est l'écume du jour dont vous parlez? Ou est-ce que c'est l'histoire longue qui prime? Est-ce que c'est les traditions, l'intérêt national, s'il vous plaît, qui revient? Les choses que vous parlez, de quoi on parle? De l'intérêt national. Historiquement, je vais vous dire, plusieurs fois, les rapports franco-russes, ils ont joué un rôle fatidique dans les choses. Je n'ai pas le temps de vous raconter, mais j'adore raconter les choses sur Alexandre Ier, Talleyrand, comment ils ont arrangé après, au début du 19e siècle, après Napoléon. Il y avait quand même cet épisode extraordinaire. J'aurais pu vous raconter De Gaulle et Staline, s'il vous plaît. Quand Staline, après avoir lu la lettre intime de Gaulle à sa mère, quand il parle de l'alliance entre la Russie combattante et la France combattante, reçoit au Kremlin, et c'est comme ça que la France est revenue. Après, avec les gens que j'ai connus, Brejnev, Pompidou, la Grande Entente, ça c'est une tradition. Et je ne vous cache pas que je souhaite que cette tradition triomphe. De quelle manière il faut le faire? Je suis persuadé qu'il faut commencer par les choses, soyons pragmatiques dans le style des gens dont on parle, il faut recommencer par les contacts. Je crois
vous imaginez bien, homme de lettres que je suis, au rôle des hommes de lettres. Et je vous ai raconté, nous avons connu l'exemple avec, vous savez, le comte de Végué, après la guerre de la Crimée, il publie un livre, le roman russe. Le roman russe. Et après, ça renouait. Je souhaite, mais c'est très difficile d'arrêter, parce que l'affinité sur le plan humain, je voyage beaucoup plus que les autres. Je constate ça tous les jours, qu'en quelque sorte, Dostoïevski, Tchaïkovski et Tolstoï, plus forts que les écumes du jour. On va finir là-dessus, Monsieur Vladimir Fedorovski. Merci infiniment pour ce nouvel grand entretien, riche en actualité et en histoire, comme c'est avec vous très souvent. Chers abonnés, merci de nous avoir suivis une nouvelle fois pour ce grand entretien. Je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube, mais aussi à télécharger l'application Omerta. Vous pouvez retrouver l'ensemble de nos contenus sur le site www.omertamedia.fr. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission.